que là évidemment il n'y a pas de prise, la seule prise qu'il y a c'est genre dans le coin là-haut, tu vois, donc il faut tirer des câbles dans tous les sens. Moi j'étais le seul mec à mon cours de couture, j'étais littéralement la mascotte. Mais là ce que je vais regretter c'est à imprimer les 140 produits là ça va aller, tu vois. Enfin, non ça va quand même être chaud. D'étiqueter les 140 produits je vais me tirer une balle. On vous propose une nouvelle vidéo, on est à l'atelier du SNJC avec Sam, son créateur. On continue notre tour de France des créateurs de la marketplace. Donc écoute Sam, merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. Et donc on va en apprendre un petit peu plus sur toi, puisque Sam fait partie aussi de notre marketplace de jeunes créateurs. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Donc moi c'est Sam, je bosse pour le SNJC. Le SNJC c'est le Silver Night Jazz Club, c'est une marque qui est basée un peu sur l'univers du jazz. On fait plein de trucs qui sont en rapport avec le jazz mais pas que non plus. On essaye d'apporter une petite touche contemporaine à tout ça. Et aujourd'hui on a l'atelier parce que c'est sympa de voir, on fait toute la production à l'atelier en sérigraphie, je fais tout moi-même. Et je pense que ça pourrait être un petit truc sympa à montrer. Ça fait je crois 2 ans, un peu plus de 2 ans peut-être que je fais ça. Ça fait surtout 1 an sérieusement depuis que je suis à l'atelier que je suis sur la marque à fond. Et ouais, ça peut être cool de voir tout ça. Ouais, carrément. Et donc ton atelier est basé à Metz. Et ça fait combien de temps que tu l'as concrètement, ton atelier ou dans un petit espace à toi en fait? Ouais, donc en gros, moi je suis arrivé ici, à cet endroit-là, il y a environ un peu plus d'1 an. Techniquement j'ai signé tous les papiers, le bail et tout en août de l'été dernier. Sauf que bon bah il y a tous des trucs d'assurance, enfin, c'est un peu compliqué. Vous voyez pas tout ce qui se passe derrière mais il y a beaucoup de trucs dans cet endroit, c'est un peu ouf. Et les assurances comprenaient rien à ce que c'était, donc ils ont dû venir voir pour constater quel endroit c'est et tout. Donc ça a pris un peu de temps à se mettre en place. Et tout l'atelier je l'ai construit avec mon grand-père à 2. On a fait tout ça au mois de septembre de 2018 et donc maintenant ça fait un peu plus d'1 an que je suis ici. C'est quoi ton parcours au niveau étudiant? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à créer ta marque? Moi de base j'ai commencé en faisant des études en design graphique, donc j'ai fait 1 année, alors maintenant on m'envoie plein de messages par rapport à mes études, genre comment est-ce que je fais pour faire pareil et tout. Mes études n'existent plus, mais moi à l'époque il y avait une première année, c'était une mise à niveau en art appliqué, donc en gros on te faisait toucher à tous les domaines du design, donc design de mode, design de produits, architecture, enfin plein de petits trucs comme ça, et dans ces différents domaines tu allais choisir le tien. Moi ce qui me faisait kiffer à l'époque c'était le design graphique, donc j'ai fait un BTS design graphique que je n'ai pas fini, je suis sans diplôme, mais c'est là où j'ai commencé vraiment à m'aventurer dans l'univers du design. C'est là où j'ai fait mes premiers pas en sérigraphie aussi à l'époque. On avait un atelier à l'école mais on faisait de la sérigraphie papier, ce qui est complètement différent de la sérigraphie textile, et puis surtout on n'avait pas de prof, on n'avait rien, donc en gros on improvisait, on y allait, on faisait n'importe quoi, et au final moi je suis toujours allé à l'école pour genre apprendre des trucs et pas forcément avoir un diplôme, et donc après ma première année de BTS on a fait des examens blancs, j'étais numéro 1 de ma promo, on m'a dit ouais ça sert à rien que tu taffes, tu prends tous les travaux que tu nous as présentés, tu vas au BTS et tu l'auras. À partir de ce moment là je me suis dit ouais bon en fait qu'est-ce que je fais là, tu vois. Et plus on a avancé dans ma dernière année et plus j'ai vu qu'en fait on se préparait à un examen plus qu'autre chose et que j'apprenais clairement plus rien, et il n'y avait rien de plus frustrant que ça vu que moi à côté j'avais plein d'idées et plein de projets que je voulais mettre en place. Donc je suis allé voir tous mes profs, je leur ai dit bon bah voilà je vais m'en aller, et encore aujourd'hui j'ai des profs qui m'envoient des messages par rapport à la marque, qui suivent la marque et qui me disent ouais c'est cool et tout, et donc voilà, aucun regret, mais après je sais que c'est un cas un peu exceptionnel quoi. Ouais, t'es plus dans un univers vraiment de création, t'es plus créatif que théorie quoi. Ouais voilà, non c'est clair. Moi en fait c'est surtout dans mes premières années où on apprenait vraiment les bases du design, et je pense que c'est important. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui regardent cette vidéo qui sont designers amateurs entre guillemets, tu vois, et il y a plein de gens qui n'ont pas les bases, genre rien que des termes de typographie, les gens ils savent pas ce que c'est une graisse, ils savent pas ce que c'est une approche, enfin c'est tous des petits mots que c'est important quand même de connaître si tu veux faire du design, et que si t'as pas ces bases là, enfin je dis pas qu'il faut connaître les dates de sortie de Helvetica, de Futura et tout le bordel, tu vois, nous c'est ce qu'on apprenait en cours, mais il y a quand même des trucs qu'il faut choper et qui aujourd'hui m'aident vraiment dans mon évolution quoi, mais au bout d'un moment bah voilà, j'avais appris ce que j'avais appris, et puis t'apprends beaucoup de trucs sur le tas aussi quoi. Ouais, parce que j'imagine que maintenant comme t'es à plein temps sur ta marque, bah t'apprends tous les jours, forcément, parce que tu dis je veux faire ça, comment on le fait, bah je vais regarder et je vais le faire. Ouais c'est clair, et puis c'est sur plein de domaines différents, comme la marque je fais vraiment quasiment tout de A à Z quoi. Il y a rien qui est pas fait par moi, donc j'ai dû apprendre la couture pour faire les étiquettes, j'ai dû apprendre à m'organiser, à avoir un planning par rapport aux commandes, aux trucs comme ça, j'ai dû trouver les bons fournisseurs, j'ai dû apprendre le textile, savoir qu'est-ce qu'un bon textile, qu'est-ce qui est pas un bon textile, comment est-ce que ça s'imprime, enfin
il y a littéralement 3000 trucs à imprimer et je dois avouer que c'est un peu beaucoup des fois parce que voilà, je fais vraiment tout de A à Z quoi. Ouais. La prochaine étape c'est de faire les t-shirts moi-même, mais à partir de ce moment-là, j'aurais vraiment tout fait de A à Z au club. Ouais. Toi, tu seras passé partout quoi. Ouais, Par toutes les littéralement étapes. tout. Et en plus j'en ai déjà fait. À l'époque j'avais un ancien projet de marque avant le SNJC qui s'appelait Départure. Et en fait le SNJC de base ça devait être un test entre guillemets. C'était une marque test. Donc en gros je me suis dit avant de lancer mon gros projet Départure, je vais tester avec le SNJC voir ce que ça donne. Au final j'ai tellement kiffé le SNJC que je suis resté là-dessus et que je compte pas l'abandonner, tu vois. Le problème c'est que j'ai fait fabriquer 500 t-shirts en Chine pour Départure et je les ai encore. Voilà. D'accord. J'ai payé 2000 balles, voilà. Yes, Tout va bien. super. Si tu veux, je peux te les montrer, ils sont derrière. On regardera ça tout à l'heure. Du coup, ta marque c'est le Silver Night Jazz Club. Ouais. J'imagine que tu es passionné de jazz. Ouais. En fait, le truc, c'est que moi, c'est surtout pendant mon stage de première année. En gros, je suis parti en Angleterre, je suis allé à Liverpool. Mon père est anglais, donc j'ai les deux langues, tu vois. Et c'était l'occasion ou jamais pour moi de tenter quelque chose. Je me voyais bien à l'époque déménager, tu vois, partir de France. Aujourd'hui, ça serait complètement impossible parce que j'ai limite 100% de ma clientèle qui est francophone. Donc en gros, si je pars, je perds tout. Mais à l'époque, j'avais ça en tête. Et donc j'étais parti à Liverpool pendant 2 mois. Donc je voulais tester un peu, voilà, voir comment c'était. Je bossais dans une agence de design graphique là-bas. Et le temps que j'étais là-bas, je me suis vraiment découvert une passion pour le jazz. J'ai commencé à en écouter un peu et j'ai trouvé que c'était vraiment le parfait style de musique ambiance, tu vois. Ouais. C'est pas le genre de truc, les gens ils pensent que j'écoute du jazz toute la journée, mais c'est pas vrai. En vrai, j'écoute plein de trucs, tu vois. Mais le jazz, c'est une ambiance spéciale, tu vois. Genre quand j'ai envie d'être dans cette ambiance-là, j'écoute du jazz et ça me met dans cette ambiance-là. Et au final, si tu t'intéresses un peu à l'histoire du jazz et tout, tu vois qu'il y a plein de trucs différents, plein d'histoires cheloues. Les gens ils pensent que le jazz c'est un peu classe et tout, mais les mecs qui étaient des jazzmen, tu vois, peut-être que les gens qui écoutaient ouais c'était un peu classe, les mecs qui étaient des jazzmen c'était des gros mafieux, des gros tarés. 3/4 ils sont morts à cause d'abus de drogue. Donc oui, il y avait beaucoup de cocaïne ou pas ouais, dans ces la dernière collection on avait fait un t-shirt sur Charlie Parker qui est un gros nom sur la scène de New York et lui est mort à je crois 35 ans parce qu'il a fait un abus de drogue. John Coltrane pareil, super connu, tu vois, lui il a plongé vraiment fort dans la drogue et au final après ça il est devenu super religieux. Genre il a eu une transition spirituelle et tout. Mais c'est comme Frank Sinatra, les gens ils connaissent Frank Sinatra, mais c'était un gros mafieux le mec. Vraiment, c'était chelou. Il était pote avec Kennedy, donc il y avait des trucs bizarres et tout, tu vois. Mais nous justement au club, à travers chaque design, on essaye d'apporter une petite histoire, un petit truc. Là en ce moment on est sur la collection Asie, donc on essaie de raconter des trucs. Par exemple, je suis parti en Thaïlande pendant 3 semaines et c'était l'occasion de bosser la collection et tout. Et j'ai découvert que le roi de Thaïlande, enfin l'ancien roi de Thaïlande qui est mort en 2016, quand j'y étais c'était la passation de reine avec son fils. Et en gros l'ancien roi de Thaïlande était un gros jazzman en fait. Genre je savais pas du tout et en fait c'est un mec genre vraiment il joue du saxo tu vois et c'est pas en mode il a une petite passion sur le côté, il avait un groupe, il avait des compos, il a joué avec Benny Goodman qui est super connu, enfin il a fait des concerts un peu partout et c'était super intéressant et tu vois c'est des petits trucs comme ça que j'aime bien raconter à travers les différents produits quoi. Et oui, du coup, on peut retrouver sur certains de tes visuels le roi de Thaïlande avec son saxophone. Ouais, voilà, c'est ça. Et genre, il y a écrit en dessous en hommage au roi qui s'appelle Bhumibol Adulyadej, je crois, en thaïlandais, qui est mort en 2016. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu vises pour l'avenir de ta marque maintenant ? Moi, le truc, c'est que j'ai vraiment envie d'étendre au-delà un peu du côté indépendant. Enfin, je kiffe le côté marque indépendante, mais souvent, marque indépendante, ça induit certains critères qui font que, voilà, souvent tu passes par un imprimeur, souvent tu es sur tel ou tel. Enfin, tu sais, il y a quand même une sorte. Ouais, il y a une boîte un peu, entre guillemets, quand même, autour de la marque indépendante. Et il y a quelques marques qui arrivent à en sortir. Et moi, j'ai envie d'en sortir, mais en gardant le côté, voilà, on fait ça nous-mêmes et tout. Et 2 éléments que j'aimerais vraiment beaucoup faire dans l'année prochaine pour réussir ça serait d'ouvrir un shop. J'ai vraiment envie d'ouvrir un shop et c'est un truc qui se fait quasiment pas dans les marques indépendantes parce que ça coûte cher en fait d'avoir un shop, mais comme nous on fait toute la production à l'atelier, l'idée ce serait d'avoir un shop atelier, tu vois. Donc avoir un côté production et un côté boutique, et même si le côté boutique il vend pas plus que le côté en ligne, c'est pas un problème du moment que ça peut compenser, tu vois, sur le loyer et tout, voilà, qu'il y a un équilibre. Donc moi j'ai vraiment envie de faire un lieu. Le truc c'est que la marque elle s'appelle le Silver Night Jazz Club et le Silver Night Jazz Club c'est un lieu, tu vois, c'est un club fictif. Donc ça prendrait tout son sens. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages en mode ouais j'aimerais trop un jour qu'on puisse venir au club et tout. Et enfin moi ça me fait rêver, tu vois. Donc j'ai vraiment envie d'avoir un shop où les gens ils puissent venir
mater la production, choper un vinyle, écouter un vinyle, enfin tout un truc, tu vois. Des petites soirées jazz aussi. Ouais, voilà. Mais après, bon, il faut que la marque évolue encore Bien sûr. un petit peu. Et après, la deuxième étape, le gros truc que j'ai envie de faire, c'est passer sur, d'un point de vue textile. Le textile, c'est le dernier truc qu'on fait pas au club. Tout le reste est fait. Le packaging, c'est nous qui le faisons. L'impression, c'est nous qui le faisons. Enfin, tout est fait par nous. Le dernier truc qui manque, c'est le textile. Le textile, on passe par un fournisseur comme 90% des marques. Mais j'aimerais beaucoup, alors soit faire une production en Europe, au Portugal ou un truc comme ça, ou soit carrément un jour, je pense, bon là c'est un peu plus loin, faire la production en atelier carrément, genre moi avec une petite équipe et on fait la couture de chaque t-shirt, de chaque suite, ouais. et avoir, en fait ce que je voudrais faire c'est avoir une gamme de basiques, avoir genre 5 coloris de t-shirt, 5 coloris de long sleeve, 5 coloris de hoodie, et à la limite peut-être un jogger ou un short, et sur ces classiques là on imprime comme on le fait aujourd'hui, mais avoir notre propre gamme de classiques à nous, quoi. Ça c'est le rêve ultime, quoi. Ah là, bah après c'est quand même faisable entre guillemets, j'ai quand même déjà commencé quelques petites démarches pour voir avoir des prix, des trucs comme ça. C'est faisable, mais après pour réussir à faire ça, je pense qu'il faut avoir une sorte d'assurance dans le sens où tu te dis je suis sûr de sold out, tu vois. Si t'es pas sûr de sold out, ça devient un peu compliqué. Après, ce qui est cool, c'est que si jamais, comme je fais des classiques qui sont pas imprimés rien, c'est genre si je fais 500 t-shirts noirs, bon 500 c'est beaucoup, mais si je fais 500 t-shirts noirs, je peux les garder pendant 2 ans si je veux. Genre c'est pas des produits qui sont perdus. S'ils sont imprimés, là ils sont un peu perdus parce qu'il faut vendre le truc imprimé. Mais si c'est une gamme de basiques avec différents coloris, je peux les choper pour telle ou telle collection et les utiliser comme ça, Ouais, tu je vois. vois, totalement. Tu fais partie de la marketplace, Ouais. tu as été un des premiers créateurs à nous rejoindre. Enfin, Ouais, je me suis glissé pendant la campagne Ulule, ouais. Et qu'en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre alors que le projet n'était même pas fait, qu'on menait une campagne Ulule? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre déjà les premiers créateurs qui faisaient partie de cette campagne? Bah sur le principe en fait c'est cool, genre moi j'ai toujours vu ça comme une boutique mais au lieu qu'elle soit physique elle soit en ligne, et en fait c'est simple, les gens qui vont avoir les yeux posés sur ce projet là l'ont pas forcément sur le mien, et moi tout ce qui peut être une porte qui peut m'ouvrir à d'autres personnes qui vont découvrir le projet, bah c'est tout bénef pour moi. Moi aujourd'hui j'ai confiance en ce que je fais, genre j'ai bossé vraiment pendant longtemps pour essayer d'avoir un bon produit, ça fait des années que je fais de la sérigraphie et j'essaye d'avoir un truc quali, et si des fois il y a une couille ou quoi, genre je suis toujours super gentil et je fais tout pour que ça fonctionne à chaque fois à 100%, donc j'ai confiance là-dessus. Le seul truc qu'il faut maintenant c'est que les gens ils aient un œil sur mon produit, tu vois, faut qu'il y ait plus de gens qui voient mon produit, et forcément le projet bah voilà c'est plein de créatifs, c'est plein de gens cool, et ça m'a permis moi aussi de découvrir plein de gens cool, tu vois, que je connaissais pas, et de rentrer en fait dans une sorte de sphère un peu de la création indépendante et de créer une sorte de petit écosystème, tu vois, parce que même aujourd'hui on fonctionne entre nous, voilà, il y a des marques qui vont faire imprimer chez d'autres et tout, enfin tu sais, une sorte de cohésion comme ça qui s'est créée. Et c'est tout bénef pour nous, et forcément voilà. Et s'il y a quelqu'un qui commande sur la marketplace et qui après m'envoie un message en mode le SNJC c'est trop cool, je suis vraiment content d'avoir découvert, bah là je serai le plus heureux. Merci pour ces mots. Ce que je te propose c'est qu'on va aller faire un petit tour dans ton atelier. Est-ce que c'est la bonne couleur? Non. Parce que oui, je suis obligé d'avoir une volume de fil par couleur, tu vois. Ça m'a l'air pas mal du tout ça. Moi j'étais le seul mec à mon cours de couture. J'étais littéralement la mascotte. Et la meuf qui faisait le cours, elle me kiffait trop. À chaque fois ma mère, des fois elle passe au magasin, elle dit il est où ça, pourquoi il vient plus? Sur leur page Facebook il y a toujours des photos de moi avec les derniers trucs que j'avais fait. Mais bon en même temps ça m'a servi. En vrai pour coudre les étiquettes il n'y a pas besoin littéralement d'avoir des cours de couture. Mais genre quand j'ai fait les tote bags et les sacoches et tout ça, tu vois, là c'est déjà plus utile. Mais là ce que je vais regretter c'est à imprimer les 140 produits là, ça va aller, tu vois. Enfin, non, ça va quand même être chaud. D'étiqueter les 140 produits, je vais me tirer une balle. Littéralement. Des fois, petite astuce, si jamais tu as un petit fil qui ressort, tu vois, qui est pas de la même couleur, vu que de l'autre côté c'est censé être gris, bah tu prends un stylo. Parce que c'est de l'encre et ça marche. Vraiment, les gens ils me prennent pour un con à chaque fois que je fais ça, mais c'est une vraie technique. Hop là, légèrement c'est clean. Voilà. Le cadre, une fois qu'il est mis, on l'aligne sur la presse. On check avec sa Jeannette. Si tu regardes, il y a des tracés sur la Jeannette vite fait pour le centrer correctement. Une fois que ça paraît bon, on y va.
J'avoue, ça m'a surpris aussi, mais c'est vrai. Un truc important en sérigraphie, si vous voulez faire de la sérigraphie, il faut toujours avoir un espace entre le cadre et le t-shirt. Si le cadre est collé sur le t-shirt, parce qu'il y a plein de gens qui impriment sans machine et qui posent le cadre sur le t-shirt, il ne faut pas faire ça, parce qu'il faut qu'il y ait un écart. Si jamais vous raclez, en gros, vous n'allez rien racler, en tout cas l'encre elle va rester collée avec le cadre, ce qui n'est pas bon. Donc quand on va imprimer, le but c'est d'avoir un peu d'espace pour que quand on a passé la racle, ça appuie et après ça ressoulève. Et pour faire ça, en général, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit truc qui est plat, une pièce, ou peut-être une pièce c'est un peu fin, mais un truc qui est plat, et on scotche ça au bout de son cadre. Comme ça, ça crée une petite distance, tac. Et si tu regardes, maintenant il y a une sorte de petit... au-dessus, on voit mieux, tu vois. Si tu appuies un peu, tu vois qu'il y a de l'espace. Bon là, il y a peut-être un peu beaucoup d'espace, mais mieux vaut en avoir plus que pas assez. Maintenant, on va mélanger les encres. C'est la partie fun. Avec ma balance fraise, on sort le gros pot d'encre. Donc ça c'est une encre à base d'eau, c'est pas du plastisol. Ça se voit parce que c'est très fluide, ça se mélange très facilement. Donc si vous vous tâchez avec ça, c'est pas un drame. Enfin les doigts, pas les t-shirts. Hein. Si vous vous tâchez les mains ou quoi, ça se nettoie assez facilement. Ça devient plus embêtant si on a sur les produits évidemment. Mais ce qui est important avec ces encres là, et c'est la raison pour laquelle je la passe pas de là à là directement et que je la mets dans un pot d'abord, c'est parce qu'il faut la mélanger avec un catalyseur, catalyseur, exactement, je sais pas ce que je dis, un catalyseur. En fait, c'est juste un agent qui va permettre à l'encre de sécher à froid en fait, parce que sinon il faut un tunnel de séchage qui est énorme. Le tunnel de séchage il prendrait la moitié de l'atelier, donc ça n'a pas de sens que d'avoir ça. Ça coûte aussi 3000 balles, mais il existe des solutions pour sécher à froid. Donc là, j'ai mis 80 grammes d'encre tout pile, et il faut rajouter 10% du produit qui permet de faire le séchage à froid. La raison pour laquelle je pré-mélange pas les encres, c'est parce qu'une fois que tu as rajouté ça dedans, l'encre elle a une durée de vie de 72 heures, donc en gros évite de mélanger un pot de 5 kg parce que sinon tu vas le jeter à la poubelle. C'est juste un produit blanc comme ça déteint pas trop, enfin ça se voit pas sur la couleur du t-shirt quoi. L'encre sera quand même super noire. Et donc en ajoutant 10%, on devrait être à 88, 87, je cherche à 88. 88, voilà. J'ai pas la balance la plus précise du monde, mais ça fait le taf. C'est une approximation de toute façon 10%. Hop, et ça on le mélange. Donc au club on a toujours des t-shirts test, donc en gros c'est un t-shirt sur lequel il y a multiples impressions. Celui-là est pas hardcore honnêtement, il n'y a pas tant d'impressions que ça dessus, il y en a qui sont vraiment blindés, mais en gros quand en sérigraphie c'est toujours bien d'avoir un premier passage sur un t-shirt qui sert à rien, parce que la première impression est jamais très clean, il faut remplir le cadre avec de l'encre, donc c'est important d'avoir un premier test entre guillemets pour voir si vraiment tout est bien imprimé, tu vois. Donc un autre point important, c'est si jamais vous avez une Jeannette, c'est de mettre un peu de colle. Il y a des produits spéciaux faits pour que le t-shirt adhère un peu et que justement quand vous allez imprimer, il va pas se soulever avec le cadre. Je vais pas vous mentir, ma Jeannette elle colle pas de ouf là, mais j'ai un peu la flemme de la nettoyer tout de suite maintenant. Ça fera l'affaire. Si vous avez beaucoup de trucs à imprimer, nettoyez-la, tu vois. S'il n'y a pas grand chose, ça devrait tenir normalement. Si vous regardez, si je fais ça, alors on voit que ça adhère un peu. Hop là. Et donc on va imprimer le test. Tac, on prend l'encre, on vient appliquer ça en bas du design. On essaye d'étaler sur toute la longueur, hein, qu'il y en a un peu partout. Il faut toujours mettre plus d'encre que ce qu'on a besoin. Avoir un cadre vraiment rempli d'encre, c'est toujours beaucoup mieux. Si on force ces impressions, souvent c'est parce qu'on n'a pas assez d'encre. Et ensuite, la racle. Donc là, c'est là où ça devient un peu technique. Ça va être sur remplir le cadre d'encre et imprimer. Donc en gros il y a deux phases. La première phase c'est tu vas remplir le cadre d'encre. Donc en gros avec une pression, limite pas de pression en fait, très très léger, tu vas avancer et recouvrir le design de l'encre. Comme ça. Donc là l'encre elle est sur le cadre, elle n'est pas en dessous. Et après on vient poser le cadre et là on va appuyer pour que l'encre elle passe à travers le cadre. Donc quand on appuie c'est bien d'avoir les deux mains vraiment aux extrémités, avoir une pression qui est équivalente au niveau des deux côtés. Et ensuite un angle, il ne faut pas trop baisser, si tu baisses trop c'est pas bon. Si tu montes trop ça imprime pas. Donc il faut avoir un angle à peu près comme ça, pas trop bas. Et là, on tire avec un peu de force et là on voit que c'est passé à travers. En général, avec une encre à base d'eau, on peut faire deux passages si jamais c'est pas assez rempli. Mais ce qui est important surtout, c'est de recouvrir à nouveau son design. Parce que le souci des encres à base d'eau, et vu que ça sèche à l'air froid, c'est qu'en fait ça sèche dans le cadre. Et si ça sèche dans le cadre, tu peux plus imprimer.
Voilà, là c'est passé, mais on voit c'est pas très bien passé au niveau des petits détails, c'est encore assez clair. Donc sur la vraie impression, on va faire 2 passages pour être sûr que ça soit vraiment bien rempli. Donc un truc super important à faire, le truc qui moi m'a fait galérer au début, c'est de mettre son t-shirt correctement dans la chaînette. La technique, c'est de le prendre par les épaules comme ça et de le foutre à l'envers. Et une fois qu'il est à l'envers, on a les 2 extrémités qui sont là. On met ses doigts dedans comme ça. Et là, on vient le passer en essayant de rester le plus centré possible. Comme ça, le t-shirt est toujours bien au milieu, ok? On l'emmène jusqu'au bout, on passe tout ce qui est en dessous, tac, voilà, jusqu'au bout. Et là, globalement, il va être centré. Après, c'est des ajustements au niveau des épaules, là. La hauteur. Aussi, normalement, la règle, entre guillemets, pour le placement d'un design, c'est 4 doigts. 4 doigts à partir du col. Donc là, si je mets 4, des fois 3, moi je préfère 4. Mais en général, ça va être 4 ou 3 doigts à partir du col. Ça devrait être à peu près là où le design devrait se situer. Donc ça, on peut checker quand on met le t-shirt là. Là, je suis peut-être un peu trop bas. Donc là, moi, je me suis fait des petites lignes, des petits traits pour pouvoir tous les mettre au même endroit. Après, une fois que j'ai fait le premier, là, on est parti. On pose. Tac. Et là, on rate. Tac. On va faire un deuxième passage. Tac. Et là, on est bon. Est-ce qu'il y a une catastrophe? Non, ok. Parce que les catastrophes arrivent, même aux meilleurs d'entre nous. Important, toujours bien recouvrir. Et c'est là où c'est important d'avoir beaucoup d'encre sur son cadre, parce que si tu n'en as pas assez, tu peux pas recouvrir ton cadre. Si vous imprimez, ah ça c'est propre. Si vous imprimez en plastisol, il n'y a pas besoin de recouvrir parce que ça sèche pas. Mais si vous imprimez avec des encres à base d'eau, ça devient plus complexe et là il y a besoin de recouvrir. Et donc là, il y a juste à le laisser sécher. On va le poser sur le canapé. Tac. Et il va faire sa petite vie tranquille ici, jusqu'à temps qu'il soit sec. Une fois qu'il est sec au toucher, ça prend à peu près 20 minutes, une demi-heure, on pourra déjà le bouger, mais il faudra 72 heures avant le premier lavage. Parce que sinon l'encre elle peut bouger encore un peu. Comme j'ai dit, l'encre elle devient pourrie au bout de 72 heures parce qu'en fait elle a durci. Et là le but c'est qu'elle durcisse dans le produit. Donc comme c'est un séchage à froid, il faut 72 heures environ. Et de toute façon le temps qu'il soit livré avec le 48 heures de Colissimo et tout, les 72 heures seront déjà passées. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà. On va faire un petit suite peut-être, ça peut être sympa. Hop là. Et donc là, comme on va arrêter là l'impression, on remplit pas à nouveau le cadre. Tu vois, je te dis, le placement est très juste sur un suite là. Et quand c'est un S, il faut vraiment que ça soit tout pile dessus, sinon c'est un peu compliqué. Mais bon, très noir, très propre, parfait, on aime. On va enlever ça. Alors c'est compliqué les suites parce qu'il y a toujours une petite bande élastique à virer. Donc d'ailleurs si tu peux me filer un coup de main en vrai à la tirer parce que c'est toujours un peu la galère. Voilà, merci. Tac. Faut faire vraiment attention à ce que le design ne touche pas. On se prenne pas un cadre et que le design ne touche pas le reste du produit. Parce que c'est là où ça devient une catastrophe. Donc on le pose délicatement. Voilà. Et on n'y touche plus. Et on va nettoyer le cadre. Comme c'est de l'encre à base d'eau, il y a tout qui part à l'eau, littéralement. Et ça part très bien, vous allez voir. Un peu d'eau, une éponge. Et voilà, c'est fabuleux. Bon, il y a tout qui est sur l'éponge, après il faut nettoyer l'éponge, mais au moins ça se nettoie très bien. Comparé au plastisol qui est vraiment chiant à nettoyer, qui sent pas très bon. Pareil sur le cadre, ça part. Voilà. Il n'y a même pas besoin de produits. Ils vendent des produits pour nettoyer les cadres, tu vois, pour nettoyer l'encre là, un produit spécial. Ça sert à que dalle. Donc en vrai, c'est ça qui va être marrant avec le Black Friday. C'est que j'ai plein de commandes, mais en plus c'est pas le même design, tu vois, c'est plein. Les gens ils ont acheté tous les designs. Donc en gros je vais passer tout mon temps à nettoyer les cadres. Et ça va être la grosse ambiance. Après je vais pas me plaindre, mais ça va être la grosse ambiance. Et voilà, il est propre, il reste plus qu'à le sécher. On va le plier, on va l'emballer. J'ai mon petit truc pour plier qui est fantastique. Tac. Hop là. Nickel, on prend le packaging. Donc on a nos petits sacs custom en PVC du SNJC. On l'ouvre. Magnifique. Avec les colis, on envoie donc le t-shirt forcément dans le petit packaging. On envoie toujours une petite carte avec des petites instructions de lavage, genre laver à 40, mettez à l'envers, enfin tout le bazar quoi. Et une fois qu'on a mis tout ça, on rajoute toujours un petit goodies. Donc voilà, on a plein de petits porte-clés comme ça qu'on a fait nous-mêmes, découpé en PMMA sur une découpeuse laser avec les petits trucs. On a un sac littéralement rempli, hein. On en a plein dedans. Voilà, on a tout ça. Là il faut juste, il y a un film plastique derrière enlevé, mais... Et puis après on a tous les petits machins.
Et quand on aura plus de porte-clés gratos à envoyer, on a acheté une machine à badge carrément et qui permet de faire des badges super stylés. On va faire des badges custom SNJC. On a fait un premier test pour imprimer des mailers carrément nous-mêmes. C'est des mailers de plastique recyclé qui sont aussi recyclables, c'est important. On a essayé de les imprimer, mais je pense qu'on a chopé le bon truc maintenant pour les faire, donc on va pouvoir en imprimer des custom nous-mêmes. Si on met le paquet dedans, ça fait vraiment cool, je vais vous montrer. Tac. Pareil, le PVC évidemment c'est réutilisable, donc on vous invite, si un jour vous voyagez, mettez, si vous êtes une meuf, mettez votre make-up dedans parce que ça, sinon ça passera pas à l'aéroport, tu vois. Ça peut toujours servir. Un mailer super stylé, prêt à partir à son client. Et c'est cool. La partie interview, est-ce que peut-être que tu reçois de nombreux messages de jeunes qui veulent lancer leur marque de vêtements, qui veulent faire imprimer chez toi ou autre? Je termine toujours par ça avec les créateurs. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Conseil numéro 1, ne faites pas ce que j'ai fait. N'achetez pas 500 t-shirts alors que vous n'avez pas de marque. Ça n'a aucun sens, ne le faites pas. Je regrette encore aujourd'hui. Mais non, après, on commence à évoluer de plus en plus dans le sens où il y a beaucoup de marques qui commencent à se créer en ce moment. C'est le moment de le faire ou jamais. Il y a un moment où ça sera trop tard. C'était pareil, moi j'ai fait des vidéos sur YouTube à l'époque et tout. C'était la même chose où genre si tu avais fait des vidéos en 2012, en 2013, tu étais quasiment sûr de taper des vues. Aujourd'hui, c'est galère, tu vois. Donc il va y arriver un stade où ça sera un peu compliqué de réussir à se faire une place. Donc c'est sans doute le moment ou jamais de le faire. Et après, le faites pas parce que c'est un phénomène de mode. Le truc c'est que si vraiment vous avez envie de créer une marque et de vous investir dedans, il faut le faire parce que vous avez envie de faire ça. Il faut voir le t-shirt comme un médium, un moyen de communiquer, tu vois, et un moyen de balancer ses designs tout simplement. Donc faites-le si ça vous fait vraiment kiffer, si ça vous fait kiffer, faites-le maintenant. Et puis après, ouais, il y a tellement de petits conseils à choper à droite à gauche, mais c'est toujours des trucs qu'on apprend sur le tas, qu'on va apprendre au fur et à mesure. Donc vous faites pas de soucis là-dessus, essayez de viser un minimum au début pour pas investir trop d'argent non plus. Et puis moi au début j'imprimais pas mes propres produits, c'était un mec qui imprimait pour moi et ça s'est pas super méga bien passé, donc je me suis dit bah je vais apprendre, tu vois, et puis au final j'ai appris et maintenant je le fais moi-même. Mais il y a plusieurs étapes et essayez de faire ça progressivement, de vous développer. Et puis si vous avez un jour envie de développer votre marque plus loin qu'un simple projet, bah c'est là où on commence à prendre des étapes supérieures avec un atelier, la production, des trucs comme ça. Et puis voilà, et surtout moi c'est le truc qui me fait kiffer chez une marque, c'est vraiment d'avoir un univers, tu vois. Le SNJC, on est très basé sur l'univers du SNJC, du Silver Night Jazz Club. Donc si vous arrivez à avoir un produit cool avec un univers cool et que vous arrivez à le partager à des gens, bah c'est tout de neuf. Ouais, carrément. Bah écoute, merci pour cette riche interview, j'espère que ça aura peut-être aidé certains. Et merci pour ces conseils, merci pour eux surtout. Pas de soucis. Et n'hésitez pas bien sûr à aller checker SNJC voilà. Sur la marketplace, il a son site perso, tout un univers, c'est assez incroyable. Puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.